À Jérusalem, nous sommes en ligne, en direct avec notre correspondant Olivier Granilic. Bonjour Olivier, Boker Tov. Alors qu'un accord entre les États-Unis et l'Iran pourrait être signé cette semaine, Benyamin Netanyahou a tenu hier soir une conférence de presse largement consacrée au dossier iranien. Oui, et il en a avec le Premier ministre qui a qualifié cette lutte de mission de sa vie. Selon lui, les opérations menées par Israël ont permis d'écarter une menace nucléaire immédiate et d'éviter un danger existentiel pour l'État hébreu. Il a toutefois reconnu que les discussions internationales se poursuivent et qu'il est encore impossible de connaître le contenu exact d'un éventuel accord. Avec ou sans accord, l'Iran n'aura pas l'arme nucléaire, a-t-il déclaré. Et puis le Premier ministre israélien a également affirmé qu'Israël maintiendrait sa présence dans les zones de sécurité établies à Gaza, au Liban et en Syrie aussi longtemps que nécessaire. Selon lui, ces positions sont indispensables pour empêcher toute nouvelle menace contre le territoire israélien. Il a rappelé aussi que les capacités militaires de l'ancien régime syrien avaient été largement neutralisées et assuré que la priorité absolue restait la protection des citoyens israéliens. Enfin, sur le plan politique, le Premier ministre a confirmé, Olivier, son intention de briguer un nouveau mandat lors des prochaines élections. Je me présenterai et j'ai l'intention de gagner, a-t-il déclaré, une affirmation qui met fin aux spéculations sur un éventuel retrait de la vie politique après la guerre. Et puis une autre personnalité politique a également pris la parole hier soir, c'est Naftali Bennett, qui a lancé d'ailleurs une attaque directe contre Benyamin Netanyahou. Tout à fait, l'ancien Premier ministre a d'abord salué l'action des soldats de Tsahal et la résilience de la population israélienne face aux défis sécuritaires de ces dernières années. Mais selon lui, ces succès ont été obtenus malgré les erreurs du pouvoir politique. Il accuse Benyamin Netanyahou d'avoir privilégié sa survie politique au détriment des intérêts stratégiques du pays. Et pendant ce temps, la tension reste vive sur le terrain dans le sud du Liban. Tout à fait, Ilana, puisque Tsahal a annoncé avoir mené plusieurs frappes afin d'éliminer des menaces immédiates contre ses forces déployées dans la zone de sécurité. Selon l'armée israélienne, plusieurs roquettes tirées par le Hezbollah en direction des secteurs où opèrent des soldats ont été interceptées par l'armée de l'air. Et puis plus tôt dans la journée, le Hezbollah avait également lancé un missile anti-char ainsi que plusieurs obus de mortier contre des positions israéliennes sans faire de victimes. Tsahal affirme qu'elle continuera à agir chaque fois qu'une menace immédiate pèsera sur les soldats ou sur les citoyens israéliens dans le nord du pays. Et puis à Gaza aussi, les opérations se poursuivent. Tsahal a annoncé avoir éliminé 2 responsables du Hamas lors d'opérations ciblées. Il s'agit de Salah Ramadan Mohamed Khalifa, présenté comme le chef de cellule du bataillon de Nusayrat, et de Mohamed Moussa Diad Abil, le chef de cellule du bataillon de Jabalia Ouest. Selon l'armée israélienne, les 2 hommes préparaient des attaques contre les forces déployées sur le terrain et représentaient une menace immédiate. Le reste de l'actualité, Olivier, c'est la justice israélienne qui a inculpé 17 manifestants ultra-orthodoxes, dont 4 mineurs, après l'intrusion au domicile du chef de la police militaire. Et oui, les faits remontent à une manifestation qui avait été organisée contre l'arrestation de jeunes hommes refusant leur conscription. Selon l'acte d'accusation, plusieurs dizaines de manifestants avaient forcé le portail de la résidence et pénétré dans la cour alors que l'épouse et les enfants de l'officier se trouvaient à l'intérieur. La famille se serait retrouvée donc bloquée dans la maison jusqu'à l'intervention de forces de l'ordre. Et puis parallèlement, il y en a de nouvelles manifestations contre la conscription des étudiants des yeshivot ont eu lieu hier dans le sud d'Israël avec des blocages de routes et des perturbations de la circulation près de la ville d'Ofakim. Et puis enfin, pour terminer, une note plus légère à l'occasion de la Semaine des Fiertés. Le célèbre DJ israélien Ofer Nissim a reçu les insignes de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Et il s'agit, comme vous le savez, Ilana, de l'une des plus prestigieuses distinctions culturelles décernées par la France. Et la décoration lui a été remise par l'ambassadeur de France en Israël, lui-même Frédéric Journès, qui a salué une figure majeure de la scène musicale israélienne et international. Ofer Nissim est connu pour ses performances dans les plus grands clubs et les festivals du monde et il a remercié le ministère français de la Culture en soulignant l'influence de la musique et de la culture française sur son parcours artistique.
Alors bien sûr, tous les journaux et l'actualité israélienne est centrée sur cet accord qui se profile, en tout cas un accord qui devrait être signé ce vendredi entre l'Iran et les États-Unis. On n'en sait pas beaucoup sur cet accord, il faut bien dire la vérité, et beaucoup de commentaires sont déjà donnés autour de cet accord. D'une façon générale, beaucoup estiment que c'est un mauvais accord, et hier aussi Naftali Bennett a donné une longue conférence de presse et a abordé ce sujet. Pour parler justement de cet accord et d'autres sujets, nous sommes avec un représentant de Beyachal, le parti de Naftali Bennett, Benjamin Lashkar. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Olivier. Alors, il faut bien le dire, hein, on ne connaît pas beaucoup de choses sur cet accord. On sait pour le moment qu'il devrait être signé vendredi entre l'Iran et les États-Unis. Quelle est votre première action ? De ce que vous savez, de ce que vous avez entendu, comment vous réagissez par rapport à ça ? Apparemment, c'est un accord catastrophique pour Israël. Il y a quand même quelques détails qui sont sortis, qui ont été donnés par le vice-président Vance déjà. C'est une capitulation totale des États-Unis face à l'Iran. On parle de 300 milliards de réparations pour l'Iran, de 25 milliards qui vont être dégelés immédiatement. Plus ou moins toutes les revendications iraniennes ont été acceptées. Il se félicite de la réouverture du détroit d'Ormuz. Enfin, je rappelle qu'il était ouvert avant la guerre, donc c'est pas exactement une grande victoire. Et sur le nucléaire iranien, c'est pour l'instant le vide. Il n'y a aucune concession iranienne. Il va y avoir 2 mois de négociations sur le sujet. On les connaît, les Iraniens, ils sont excellents en négociation. Et Trump a prouvé que l'art du deal, c'est pas exactement sa force. Il s'est complètement effondré sous la pression parce qu'il avait peur pour le mondial, il avait peur pour les élections en novembre. Et donc, on se retrouve dans cette situation où c'est une catastrophe totale pour Israël parce que l'Iran sort renforcé. Alors, on les a vraiment humiliés militairement. Israël a montré ses capacités militaires extraordinaires. Mais à la fin, ce qui compte, c'est pas les succès tactiques, c'est la stratégie, c'est qui a gagné la guerre, et c'est l'Iran qui a gagné la guerre. Alors, vous dites quand même que ce qui est important, c'est la stratégie, mais quand même, on a vu les capacités, et vous le reconnaissez vous-même aussi, les capacités militaires de l'État d'Israël, et plus particulièrement la capacité de Binyamin Netanyahou d'amener avec l'armée, bien entendu, et tout le système militaire et sécuritaire d'Israël à ses capacités, et c'est quand même... Il faut le reconnaître. Certaines victoires. Je ne vois pas de rapport, mais bon, c'est pas grave. On va y arriver. On va y arriver à certaines victoires par rapport à l'Iran aussi. Est-ce que vous ne pensez pas que malgré cet accord, Israël pourra continuer à avoir une supériorité par rapport justement à l'Iran, et que s'il faut agir, Israël agira? J'espère qu'Israël agira. Maintenant, on va être extrêmement restreint. On voit déjà que sur le Liban, on va pas pouvoir faire ce qu'on veut. On arrive à une situation où aujourd'hui, agir au Liban, on ne peut plus le faire, alors qu'on a toujours fait ce qu'on voulait au Liban. Aujourd'hui, maintenant, ça dépend du bon vouloir des Américains et des Iraniens. C'est une catastrophe absolue pour l'indépendance israélienne. Est-ce qu'on pourra rattaquer l'Iran? Est-ce que les Américains nous permettront de bombarder l'Iran? J'ai quand même un gros doute là-dessus. Maintenant, on verra. Ce gouvernement ne pourra plus rien faire. De merde, ce gouvernement a échoué sur tous les sujets, sur toutes les guerres, sur tous les fronts. C'est absolument hallucinant. C'est le pire désastre de l'histoire d'Israël. Je pense qu'on est dans une situation qui est la plus grave de notre histoire actuellement, au point de vue géopolitique. Le monde entier est contre nous. Ça n'est jamais arrivé. L'Iran a été renforcé. La Turquie, on n'en parle pas beaucoup, mais la Turquie est une menace qui grandit et qui s'est beaucoup renforcée aussi avec cette guerre. D'ailleurs, c'est une des raisons de l'échec de cette guerre, c'est qu'ils ont empêché les Kurdes qui devaient aider à renverser le régime. Ils ont interdit aux Américains de laisser les Kurdes intervenir. Et donc Israël aujourd'hui est isolé. Les accords d'Abraham qui devaient s'étendre vont au contraire maintenant se restreindre. Sur tous les fronts, Israël a perdu. Alors... Et c'est évidemment... Tout ne dépend pas du gouvernement israélien, mais le gouvernement israélien qui a poussé Trump à cette guerre est responsable de son échec. Il était complètement irresponsable. Il n'avait pas de stratégie à part miser tout sur la chute du régime, comme si ça pouvait tomber en 5 minutes. Et on se retrouve dans cette situation où Israël est le grand perdant.
Alors Israël est le grand perdant et hier Naftali Bennett a donné une longue conférence de presse justement. Qu'est-ce que Naftali Bennett pourra faire de différent par rapport justement à Benjamin Netanyahou si, comme vous nous le dites, aujourd'hui Israël n'aura pas la possibilité d'agir militairement à cause justement des États-Unis? Qu'est-ce que Naftali Bennett pourra faire de mieux que Benjamin Netanyahou? Je crois qu'il a expliqué hier. D'abord, il y a plusieurs axes qu'il va falloir travailler. Un axe qui a été complètement ignoré par ce gouvernement, c'est évidemment tout ce qui concerne la Hasbara et la diplomatie internationale, puisque ça a été d'abord ce gouvernement a fermé le département de Hasbara israélien, ce qui fait qu'on n'a eu aucune communication. On voit le résultat. Le Qatar a investi des milliards sur le sujet et l'image d'Israël dans le monde occidental en particulier a été complètement détruite, et c'est en grande partie à cause du Qatar. Et Israël n'a strictement rien fait. Rien du tout. Au contraire, c'est que maintenant qu'ils sont en train de nommer peut-être quelqu'un pour s'occuper du sujet au bout de 3 ans de guerre. Donc c'est vraiment l'irresponsabilité de ce gouvernement dépasse toutes les bornes. Donc c'est un premier sujet. Il faut travailler le terrain déjà, refaire émerger la légitimité israélienne sur la scène internationale qui a été complètement détruite. Ensuite, il faut évidemment un Premier ministre qui sache dire non au président américain. Netanyahou ne peut pas dire non à l'homme qui fait tout pour qu'il qu'il soit libéré de son procès. Et il est complètement dépendant de Trump, donc il ne peut pas dire non à Trump. Il faut un Premier ministre qui soit capable de dire non, comme dans le passé on a dit non au président américain et qu'on a pu agir aussi contre leur avis, ce que Netanyahou n'est pas capable de faire. Donc ça c'est aussi extrêmement important. Et puis il va falloir donc travailler en profondeur sur le régime iranien. Faire en sorte que le Mossad s'investisse totalement dans le renversement du régime. On a eu des petites tentatives pas très sérieuses qui ont été faites, d'après ce qui est publié. Il faut maintenant vraiment investir là-dedans. On a vu que le Mossad avait des capacités extraordinaires en Iran. On a complètement infiltré le régime. On sait tout. Donc, il y a de quoi faire et je pense que ça doit être une priorité pour le prochain gouvernement. Vous pensez que, comme Naftali Bennett l'a dit ou plus ou moins suggéré, que Benjamin Netanyahou continue à être au pouvoir justement pour se protéger des affaires judiciaires et puis aussi de sa responsabilité par rapport au 7 octobre? Ah oui, évidemment, je ne pense pas qu'il y ait de questions là-dessus. Il tient à rester au pouvoir le plus longtemps possible parce qu'une fois qu'il est plus au pouvoir, son procès se termine vite et il sera condamné. Il n'y a aucun doute qu'il sera condamné. Je pense que ça, toute personne qui a suivi le procès sait qu'il n'a absolument aucune chance d'être innocenté. Donc Netanyahou est dans un état de panique. Je pense qu'il y a de même de bonnes chances. C'est pas sûr, ça dépend de beaucoup de facteurs, mais il y a de bonnes chances qu'il ne se présente pas à ces élections. Pourtant, il a annoncé hier, il a dit exactement le contraire hier. Oui, il est comme si les mots de Netanyahou avaient la moindre valeur. C'est qu'il ment chaque fois qu'il ouvre la bouche. Donc Netanyahou, on le sait d'abord, c'est pas un secret qu'il essaye d'avoir un deal pour sortir de son procès, et que c'est un deal qui lui avait été proposé dans le passé et qu'il avait refusé. Et je pense qu'il essaye d'après de nombreuses sources, y compris Trump lui-même d'ailleurs, qui l'a dit. Il semblerait que Netanyahou cherche à ne pas se présenter en échange d'une immunité. Donc, on va voir. Évidemment, ça dépend de beaucoup de facteurs. Dernière question. Comme il est sûr à peu près de perdre ses élections, je pense que aussi c'est son intérêt de le faire. Dernière question concerne plus particulièrement le parti Beyachad et Naftali Bennett et son alliance avec Yair Lapid. Est-ce que vous pensez que cette alliance est positive et elle fait du bien au parti et à Naftali Bennett? On voit que dans le sondage, ça n'a pas tellement changé. Le but de cette alliance, c'est de montrer que l'opposition est unie. On veut faire exactement ce qui s'est passé en Hongrie, où c'est sous la direction d'un homme de droite que toute l'opposition s'est unie pour renverser le régime d'Orban. Et c'est aussi ce qu'on veut faire en Israël. La seule façon de gagner en Israël, c'est d'avoir un leader de droite. Il n'y a que la droite qui peut gagner. 67% du public est de droite en Israël. Et donc, il faut que toute l'opposition se réunisse sous Naftali Bennett, en tout cas principalement Eisenkot, peut-être Lieberman, et afin de pouvoir renverser ce gouvernement actuel qui est une catastrophe, et surtout avoir une claire majorité. Se gagner, c'est pas le problème. Le but, c'est d'avoir une majorité nette afin de pouvoir mener les réformes nécessaires pour sauver le pays.
Très bien. En tout cas, merci Benjamin Lashkar d'avoir été avec nous. Merci pour ces éclaircissements. Et puis, je suppose qu'on aura l'occasion de se retrouver d'ici les élections. On ne sait pas encore la date, mais qui devrait avoir lieu au mois de septembre ou au mois d'octobre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Bonne journée. On ne connaît ni son nom ni son visage, et pourtant cette soldate vient d'entrer dans l'histoire. Elle est la première femme à avoir achevé avec succès la formation de l'unité d'élite Sayeret Matkal. Pour comprendre la mesure de cette nouvelle, il faut savoir que cette unité est la plus prestigieuse et la plus exigeante de Tsahal. On parle de commandos spécialisés dans la lutte antiterroriste, le sauvetage d'otages, la reconnaissance et le renseignement militaire. Leurs missions ont lieu en dehors des frontières d'Israël, sont strictement confidentielles et ses membres sont tenus secrets. Sur plusieurs centaines de femmes qui avaient passé les épreuves physiques et mentales pour pouvoir prétendre à la formation, seules 17 avaient été retenues. Et alors que toutes ont peu à peu abandonné, une seule a franchi toutes les portes. Notre soldate a suivi 18 mois de préparation identique à celle des hommes, avec quelques ajustements pour adapter l'effort à la physiologie féminine. Au programme, saut en parachute, maniement des armes, entraînement antiterroriste, formation de tireurs d'élite, Krav Maga, navigation dans le désert, séance de camouflage et toutes les connaissances indispensables pour survivre en territoire ennemi. Mais l'étape la plus redoutée dans cette formation est sans aucun doute la dernière, le kidnapping. Des forces israéliennes enlèvent le soldat sans qu'il ne s'y attende, lui bandent les yeux et l'emmènent dans un endroit inconnu où il va expérimenter un simulacre de captivité aux mains de l'ennemi. Pendant une semaine, le soldat est soumis à des passages à tabac, des interrogatoires sous torture, à la faim, à la soif, à la privation de sommeil et d'hygiène. Des conditions si éprouvantes qu'elles constituent une sorte de tabou au sein de l'unité. Même plusieurs décennies après, des vétérans comme Binyamin Netanyahou et Naftali Bennett n'évoquent leur expérience que du bout des lèvres. La formation de cette soldate s'inscrit dans le cadre d'un programme pilote lancé par Tsahal en 2024, alors que la Haute Cour de justice venait de contraindre l'armée à ouvrir ses unités d'élite aux femmes. Mais bien qu'on lui ait forcé la main, Tsahal précise aujourd'hui que cette intégration n'est pas une concession sociale, mais une réponse à des besoins opérationnels réels. L'affectation précise de notre soldate au sein de l'unité sera déterminée prochainement en fonction des besoins opérationnels. Alors la prochaine fois que nous nous promènerons avec nos enfants ou que nous serons assis à une terrasse de café, souvenons-nous de ces femmes et de ces hommes de l'ombre qui, à quelques kilomètres seulement de nos frontières, font tous les sacrifices pour nous permettre de profiter de ces moments en toute sécurité. Avec la perspective d'un accord entre les États-Unis et l'Iran qui continue de dominer la presse israélienne de ce matin, avec le Yediot Ahronot qui lance une mise en garde contre ce qu'il considère les véritables intentions du régime iranien. Et dans une longue analyse, le journaliste Ronen Bergman estime que les 60 jours de négociations prévus entre Washington et Téhéran pourraient en réalité offrir à l'Iran une occasion idéale d'accélérer son programme nucléaire. Selon plusieurs experts de la sécurité qu'il cite, le principal danger ne réside pas dans les discussions elles-mêmes, mais dans le délai qu'elle accorde au régime des mollahs. L'éditorial met un accent aussi sur un point central, le stock d'uranium déjà enrichi. Pour Ronen Bergman, tant que cette matière restera sous contrôle iranien, aucun accord ne pourra garantir que Téhéran ne franchira pas le seuil nucléaire. Il conclut que la véritable question n'est plus de savoir si l'Iran souhaite obtenir la bombe atomique, mais s'il est encore possible de l'empêcher. Et le journal poursuit sa critique de Binyamin Netanyahou et de l'accord porté par le président Donald Trump dans un éditorial au titre évocateur, quand les trous dans le fromage sont plus grands que le fromage lui-même. Le spécialiste des questions de sécurité du Yediot Ahronot, Yossi Yehoshua, estime que les succès militaires de Tsahal contre l'Iran ont été éclipsés par un mauvais résultat politique.
Selon lui, les négociations menées par Washington limitent désormais la liberté d'action d'Israël et risquent d'affaiblir sa capacité de dissuasion face à Téhéran. Et dans le Israël Hayom, c'est l'ancien ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Michael Oren, qui critique lui aussi l'accord avec le régime iranien, avec un titre percutant: pendant que Trump fête son anniversaire, Israël paye la facture. Il estime en effet que le revirement de la politique américaine a profondément changé la donnée stratégique pour Israël. Après une coopération militaire étroite entre Washington et Jérusalem, Donald Trump aurait choisi de privilégier un accord avec Téhéran au risque de limiter la capacité d'Israël à agir contre l'Iran et le Hezbollah au Liban. Pour Michael Oren, Benjamin Netanyahou ne doit pas céder à ces pressions. Il affirme que la mission première du Premier ministre de l'État d'Israël est d'assurer la sécurité d'Israël, même si cela implique de s'opposer à son plus proche allié américain. Et pour le Israël Hayom, les avertissements étaient pourtant visibles. En effet, selon le quotidien, Benjamin Netanyahou a trop compté sur sa relation privilégiée avec Donald Trump et n'a pas anticipé l'évolution des négociations entre Washington et Téhéran. Pour Danny Zaken de ce quotidien, donc, cet accord représente un revers stratégique pour Jérusalem et appelle le Premier ministre à intervenir directement auprès de Donald Trump pour défendre les lignes rouges israéliennes. Sur le plan politique, à présent, certains commentateurs estiment que l'accord en préparation entre les États-Unis et l'Iran ne devrait pas affaiblir Benjamin Netanyahou, bien au contraire. Et c'est le cas de Nave Dromi dans le Yediot Ahronot. Elle estime que le Premier ministre pourra rappeler qui il est depuis des décennies, la figure israélienne qui met en garde contre les ambitions nucléaires de Téhéran. Après les attaques du 7 octobre et les récentes opérations contre l'Iran, il pourra, selon elle, en tout cas, affirmer qu'il avait vu juste et qu'il reste le dirigeant le mieux placé pour faire face à cette menace. Navid Robi ajoute que les tensions éventuelles entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump pourraient même jouer en sa faveur. Selon elle, une partie de l'électorat apprécie sa capacité à défendre les intérêts d'Israël, y compris lorsqu'il doit s'opposer à un président américain. Une analyse que ne partage pas le commentateur politique de la chaîne 12. En effet, selon Amit Segal, la principale force politique de Benjamin Netanyahou est en train de se transformer en faiblesse. Il souligne que lors de sa conférence de presse, le Premier ministre n'a pratiquement pas évoqué le nom de Donald Trump et a reconnu qu'Israël ne connaissait toujours pas le contenu précis de l'accord en préparation avec l'Iran. Pour Amit Segal, ce silence en dit long. La relation privilégiée que Benjamin Netanyahou mettait régulièrement en avant avec le président américain est aujourd'hui devenue un sujet sensible. Résultat, estime le journaliste, la situation politique du Premier ministre apparaît désormais bien plus fragile qu'il y a quelques mois. Et puis enfin, cette analyse psychologique qui a été publiée par le Maariv ce matin. La chercheuse Liraz Margalit s'intéresse à une phrase prononcée par Benjamin Netanyahou lors de sa conférence de presse. Et cette phrase, c'est « Si nous n'avions pas agi, vous auriez été en danger de mort ». Selon elle, le choix des mots est révélateur. En disant « vous » plutôt que « nous », le Premier ministre se place inconsciemment à l'extérieur du collectif national, dans le rôle de protecteur chargé de sauver le peuple. Pour Liraz Margalit, cette formulation traduit une vision très personnelle du leadership dans laquelle Netanyahou se perçoit comme le seul capable de prévenir une menace existentielle et de garantir la sécurité de l'État d'Israël. Et toujours sur le plan politique, Naftali Bennett hausse encore le ton contre Benjamin Netanyahou et les médias israéliens reviennent sur la conférence de presse donnée hier par l'ancien Premier ministre. À quelques mois des élections, l'ancien Premier ministre affirme que la guerre des 1000 jours se termine par un échec historique face à l'Iran, tout en saluant l'héroïsme extraordinaire des soldats de Tsahal et des forces de sécurité. Bennett estime que le leadership politique a échoué. Il accuse le gouvernement d'avoir mal géré le dossier iranien et d'avoir laissé passer une occasion stratégique. Naftali Bennett promet une approche différente s'il revient au pouvoir, une action plus déterminée contre l'Iran et un renforcement de la communication internationale d'Israël.
Et pour terminer cette revue de la presse, Israël Hayom revient sur une page marquante de l'histoire d'Israël. 50 ans après le raid d'Entebbe, 3 anciens otages israéliens sont retournés pour la première fois en Ouganda, sur les lieux où ils avaient été retenus captifs alors qu'ils étaient des enfants. C'est Tzipi Gonen, Benny Davidson et Shai Gross qui ont retrouvé l'ancien terminal de l'aéroport, théâtre de l'opération de sauvetage menée par Tsahal en juillet 1976. Les 3 racontent avoir vécu des souvenirs douloureux, mais aussi ressenti une forme d'apaisement. Nous sommes venus retrouver les enfants que nous étions, ont-ils confié, évoquant une véritable fermeture de chapitre 50 ans après l'un des épisodes les plus marquants de l'histoire d'Israël. Malgré un contexte économique et géopolitique particulièrement difficile, la Chambre de commerce et d'industrie Israël-France remet cette année ses trophées 2026 à plusieurs entreprises qui ont continué à faire vivre les relations économiques entre les deux pays. Et pour en parler, nous sommes très heureux de recevoir le président de la Chambre de commerce et d'industrie Israël-France, Julien Rothman. Julien, bonjour et merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Vous remettez cette année encore, comme chaque année d'ailleurs, et vous avez choisi de mettre à l'honneur des entreprises qui ont poursuivi leur développement malgré la guerre et malgré les relations, on va dire, difficiles, même très difficiles entre Israël et la France. Quel message souhaitez-vous envoyer à travers ces trophées ? Disons que nous sommes convaincus que, quels que soient les avatars diplomatiques, les hauts et les bas, les problèmes entre les gouvernements, il est important de maintenir le lien entre les deux pays, entre Israël et la France. Et les affaires, le business, c'est une des façons de le faire. Nous sommes convaincus que si on arrive à maintenir des relations économiques, des relations d'affaires entre la France et Israël dans la durée, quels que soient les avatars, même si ça prend quelques mois ou quelques années, les choses finiront bien un jour par s'arranger. Et à ce moment-là, on sera bien content d'avoir eu une continuité dans la relation entre les deux pays. Et c'est ça vraiment que nous voulons souligner avec des sociétés qui, évidemment, ont été particulièrement performantes, qui ont montré de l'excellence. Ce qui est d'ailleurs à noter, l'année dernière, les sociétés que nous avions récompensées, c'était vraiment des sociétés, j'allais dire, israéliennes pur sucre qui exportaient en France des tas de choses. Les sociétés que nous avons primées cette année, c'est un peu le hasard, mais à l'arrivée, c'est ce qu'on constate. Ce sont en fait pratiquement toutes des filiales israéliennes de groupes français. Alors, de groupes français qui, malgré toutes les pressions, malgré tout le climat, ont décidé de continuer à travailler en Israël et avec Israël. Alors, on peut les citer. Il y a Carrefour Israël, le Club Med Israël aussi, qui est donc l'émanation d'une société française, Cyrus RS Israël qui est israélienne, et L'Oréal Israël. Qu'est-ce qui a motivé cette sélection ? Disons qu'on a un certain nombre de critères. Disons d'abord, c'est la réalité de la relation, c'est-à-dire qu'il y a effectivement du business qui se fait entre les deux, des chiffres d'affaires qui sont constatés des deux côtés. C'est aussi la durabilité, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose d'éphémère, un coup d'un mois ou d'une année. C'est quelque chose qui se poursuit dans le temps. Et c'est aussi la valeur d'exemple. Si je prends L'Oréal, L'Oréal est depuis très longtemps en Israël. C'est une société qui a à peu près 1 millier d'employés. Ils ont plus des 2/3 qui sont des femmes. Ils participent énormément à tout ce qui est environnement social, sociétal. Il y a par exemple un index que vous connaissez sans doute, qui est l'index Mala, qui mesure l'implication des sociétés, des compagnies dans la société, les aides, les initiatives, etc. Et déjà à plusieurs reprises, L'Oréal a décroché le maximum, le Platinum Plus. De la même manière, si je prends le Club Med, alors évidemment il y a plus de villages du Club Med en Israël, mais ce qu'on sait moins, c'est que le Club Med recrute énormément en Israël. Et en plus de ça, le club ici, enfin c'est une des plus grandes agences, disons, de voyage d'Israël, et ils organisent des voyages et des séjours
en Europe, principalement d'ailleurs dans les Alpes françaises. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils adaptent à la clientèle israélienne. C'est-à-dire que il y a des jardins d'enfants en hébreu. Au moment de Pessah, il y a des seder. Enfin, il y a toute une série d'efforts qui sont faits. Donc, on a trouvé que c'était quand même tout à fait intéressant. Carrefour. C'est une société, donc c'est une chaîne de supermarchés, très grande consommation alimentaire dans tous les pays du monde, donc extrêmement exposée aux réactions des consommateurs, en particulier dans les pays arabes. Et malgré ça, Carrefour s'est installé et a maintenu son développement en Israël. Ils sont aujourd'hui à 145 magasins. Ils sont d'ailleurs suffisamment bons pour que Nir Barkat, le ministre de l'économie, les ait choisis comme référence pour le panier de la ménagère en Israël. Quant à Cyrus RS, qui est plus une organisation, une société de patrimoine financier qui s'adresse, au privé, aux familles en Israël et en France qui veulent investir, sont des gens aussi qui font énormément d'efforts pour s'adapter au public francophone en Israël et au public israélien en France. Donc voilà, ce sont des sociétés qui font des affaires, qui le font, j'allais dire, de bonne manière, et qui donc, déjà par le fait qu'elles existent et ce qu'elles font, elles sont intéressantes, et en plus, elles ont une valeur d'exemple vis-à-vis des autres sociétés en France et en Israël, puisque, comme vous le disiez, la situation est vraiment... les relations sont franchement mauvaises aujourd'hui entre la France et Israël. Hier matin, ce qui s'est passé à Eurosatari, où sans préavis, la direction de l'exposition a pratiquement muré les stands israéliens. Enfin, tout ça, ça fait quand même beaucoup de choses. Et il y a un certain agacement, pour ne pas dire une certaine colère, dans les milieux industriels israéliens, dans les milieux d'affaires. Et donc, il est important, surtout dans ce contexte, dans cette conjoncture, de continuer à maintenir la relation. On n'est pas béni oui, on n'est pas blue sky, on voit ce qui se passe et on pense que malgré tout ça, il faut continuer à avancer. La remise des trophées aura lieu d'ailleurs, je crois, demain, en présence de l'ambassadeur de France en Israël, qui est quand même... Oui, en fait, c'est ce soir. La société, le Herzog Fox Neyman, qui est le premier cabinet d'avocats en Israël, qui a une magnifique tour à Tel Aviv, nous donne l'hospitalité dans la tour Herzog. Et donc ce soir, à 19h, en présence et sous la présidence de l'ambassadeur de France, Frédéric Journès, qui remettra lui-même les prix. Il y aura également Shahar Turjman, qui est le président des chambres de commerce israéliennes, qui donnera un petit peu la réplique, vu d'Israël comment les choses se passent, plus un certain nombre de personnalités qui seront là, en particulier Gad Proper, qui est le chairman de L'Oréal, et quelques autres. Donc voilà, donc c'est ce soir avec beaucoup de monde, encore une fois. C'est une accalmie, c'est-à-dire qu'on craignait de ne pas pouvoir avoir cette manifestation à cause de tout ce qui se passe et ce qui s'est passé, les pluies de missiles. Donc tout était un peu sous condition. Là, on a une espèce d'oasis de calme dans les événements, dans la guerre, etc. Et on va essayer de faire aussi une oasis de calme dans les relations qu'il y a entre la France et Israël, pour que les gens se rendent compte que tout n'est pas tout noir et qu'on peut quand même avoir des raisons d'avancer, des raisons d'espérer. Donc malgré la situation, malgré les tensions, on va dire, entre la France et Israël, on continue. Voilà, on les ignore pas, mais on essaye de faire avec. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Julien Rothman, et bonne soirée, bonne remise des trophées pour ce soir. Merci Olivier de nous avoir accueillis, et à très bientôt, j'espère. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.